Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mordu, le podcast glisse et outdoor. C'est Mathieu au micro, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mordu. Aujourd'hui, je vous emmène dans un épisode un peu spécial parce qu'on retrouve un invité qui avait déjà marqué les auditeurs de Mordu, Erwan Geoffroy. Quand Erwan était venu une première fois au micro, il préparait un projet complètement fou. Traverser la Méditerranée en downwind sur un foil entre le continent et la Corse. À l'époque, le projet était encore fragile et honnêtement, personne ne savait si c'était vraiment faisable. Quelques mois plus tard, il l'a fait. 250 km en foil, sans voile, sans moteur, en plus de 12 heures d'effort au large. Un exploit physique, mental et logistique. Dans cet épisode, Erwan nous raconte les coulisses du projet. La pression de ne pas décevoir ceux qui avaient cru en lui, les moments de doute, la tentative avortée dans des conditions trop dangereuses, les crampes au bout de 47 km et ce que cette aventure a profondément changé chez lui. On parle aussi du défi wind, de l'évolution du downwind, du rapport à l'image et aux réseaux sociaux, du storytelling dans les sports d'outdoor et surtout, il nous dévoile son prochain défi, une nouvelle traversée symbolique entre l'Angleterre et la France. Vous allez voir, c'est un épisode à la fois ultra inspirant, très humain et passionnant pour tous ceux qui aiment les projets un peu fous. Allez, c'est parti. Salut Erwan, bienvenue sur Mordu. Salut Mathieu, ravi de te retrouver sur Mordu. Ah ouais, on se retrouve, on s'était vu il y a plus de 2 ans maintenant dans le studio à Paris, et puis là on est à Gruissant. Ah, c'est pas la même ambiance. Ah non, c'est pas la même, on est dans un petit chalet en bois, on a raidé toute la journée sur le défi, on n'est pas à la bière, on est à la tisane parce qu'on est un peu rincé. Ouais, c'est rigolo parce qu'en fait, on a enregistré un moment qui était un peu particulier, je pense, pour toi. On est début 2024, tu te préparais à lancer ce projet de traverser le continent corse en downwind. C'était marrant parce que moi, la façon dont je l'ai perçu, tu étais super humble sur le projet. C'était le moment où tu recherchais des financements, on en avait discuté, on m'a demandé est-ce que tu connais des gens qui pourraient aider. Enfin, t'étais super humble dans la démarche. Tu m'avais dit, et puis moi, ce que je veux, c'est juste relier 2 continents, quoi. Enfin, tu savais pas si t'allais y arriver ni rien. Quand tu repenses à ce moment-là, à cet épisode qu'on avait enregistré, t'étais dans quel état mental quand tu me racontais tout ça là en studio chez Mordu, dans le studio de podcast parisien? Ouais, il s'est passé des choses depuis, donc j'essaie de me rappeler. État mental, je sais pas. En fait, j'avais ce projet, cet objectif. Il y avait, c'était un peu secret. Je pense que c'est un des premiers médias à qui j'en ai parlé, c'était toi. Et j'étais, je pense, dans la phase sans doute la plus difficile, qui est un peu mode start-up, tu sais, où tu as un concept, tu penses que tu peux y arriver, mais t'es pas trop sûr. Et puis t'es obligé d'aller chercher à convaincre des gens, embarquer des gens avec toi dans ton projet, pour te financer, pour y croire, pour t'accompagner aussi, parce que j'avais besoin de compétences extérieures autour de moi. Et donc, mais en fait, tu vois, quand j'y repense, du coup, maintenant, je sais que ça va marcher. Mais en fait, c'est des phases à la fois hyper difficiles, mais aussi hyper excitantes. Et c'est quelque chose que je recherche toujours. Ça veut dire que là, je suis en train de monter d'autres projets où ils sont en très bonne voie, et j'en ai monté d'autres depuis. En fait, c'est vraiment des phases qui sont dans l'ombre, qui sont pas souvent montrées au public, mais qui font complètement partie du projet. C'est des moments obligatoires, et qui sont aussi importants que la réalisation, parce que si tu les fais pas, si tu les complètes pas vraiment, tu fais pas le défi que tu t'es fixé, là où tu penses avoir une valeur ajoutée, là où tu penses avoir quelque chose. Et ouais, c'est des moments très enrichissants. J'aime bien l'analogie start-up, je trouve qu'elle est bonne. Dans le monde des start-up, on dit souvent fake it till you make it. C'est-à-dire que voilà, tu fais semblant d'eux jusqu'à ce que tu sois vraiment capable de le faire. Est-ce que tu croyais vraiment que c'était faisable? Non, quand tu pitchais le moi truc? j'étais persuadé que c'était faisable, mais il restait des inconnus. Et après, est-ce que moi j'en étais capable? Parce que je sais que d'autres en sont capables. Toujours, personne n'a réessayé, peut-être d'autres vont essayer. Mais après, il y a toujours puis il y a pas beaucoup d'aléas, notamment météo. Il y a beaucoup d'aléas. Et mais ouais, c'est cette démarche. Mais je pense que c'est vraiment ça, comme les startups, c'est d'embarquer des gens. C'est un pari. Il faut qu'ils croient en toi pour aller vérifier, en fait.
mais t'es pas sûr, quoi. Et puis bah ça passe, tant mieux, t'es entre guillemets un héros et voilà, je me considère pas comme un héros, mais enfin tu peux être perçu comme un héros et ça passe pas, bah voilà, t'as embarqué des gens qui t'ont fait confiance et il faut que tu leur expliques, quoi. Non, mais on va y revenir, hein, parce que Ouais. donc, non seulement tu l'as fait, tu l'as réussi, et puis tu as eu quand même une retombée médiatique costaud, quoi. Enfin, je crois que tu as eu un prix marin de l'année. Enfin, il s'est passé, tu as eu une sacrée reconnaissance derrière, mais on va y revenir. Euh, mais à l'époque, qu'est-ce qui te faisait le plus peur? Quand tu me racontais ça, c'était quoi la plus grosse peur au final, intime, sur ce projet-là? La peur, j'avais pas peur. Je pense pas que j'avais peur. Juste que je savais que c'était une motivation extrêmement forte de ne pas décevoir les gens qui croyaient en moi et qui m'ont fait confiance. Et des sponsors, des gens qui m'ont aidé, en fait, qui parfois, ou à certains moments, ils croyaient plus que moi. Et ceux-là, en fait, jusqu'à passer la entre guillemets «la ligne d'arrivée», enfin jusqu'à arriver à Calvi, c'était une des motivations les plus importantes. Quand c'était très dur, de me dire en fait, bah, voilà, je leur dois de réussir. C'est pas parce que j'ai mal aux jambes, c'est pas parce que, ceci ou cela que je peux m'arrêter. Je leur dois ça, quoi. Alors après, il y a aussi d'autres choses, mais donc, c'était pas vraiment une peur, mais surtout ne pas décevoir, les gens, qui avaient cru dans le projet, quoi. Alors moi, j'ai suivi ça avec beaucoup d'intérêt, hein, quand t'as réussi à monter le projet. C'est quand même un gros truc, hein, parce qu'il y a le bateau, il y a le média. C'était Ouais. combien que t'as engagé là-dedans? Ça t'a coûté combien le projet Bah, le budget, Orine? après, si les budgets, c'est on peut toujours raconter plein de choses parce qu'il y a des échanges entre guillemets marchandises, de Mmh. compétences, mais l'ordre d'idée, c'est presque 100 000 €. Ouais. Donc c'est un assez gros projet. Alors on pourrait se dire que ça coûte enfin, presque rien parce que c'est une planche, un foil, puis on va d'un point A à un point B. Mais il y a toute la logistique et surtout, bah, la période d'attente, où, bah, voilà, avoir un bateau pendant 1 mois et demi, Quelqu'un prêt à qui pilote le partir, bateau, qui va à l'hôtel, des qui gens, des mange. compétences, ouais, et puis c'est pas n'importe qui que enfin, en tout cas, moi, c'est pas ma façon de faire, mais ouais, j'avais besoin des gens, vraiment de confiance avec des compétences complémentaires aux miennes, un état d'esprit aussi, pareil. Enfin voilà, donc ouais, ouais, et puis bon, après la moitié du budget, c'est de la com, Ouais. parce que, bah, si tu veux produire, du contenu, voilà, bah, il faut des gens, ça coûte cher. On a sorti on va sortir un épisode, je pense qu'il sortira juste après le tien, avec Nicolas Parlier, qui a fait le tour de France en kite-foil. Mmh. Il a fait un C'est film incroyable ce qu'il a fait. magnifique, incroyable. Ouais, C'est fou ce qu'il a fait. et Et son je film, pense c'est qu'on 50 000 €. Et ouais, en gros, tout son budget, alors ça doit être 35 000. L'expédition, c'est 50 000. Le budget, c'est 35 000 € de film, quoi. ouais. Mais en fait, ça les vaut tellement, tellement les images sont belles. Et toi, pareil, c'est incroyable. Les images, elles sont folles. Ouais, mais nous, alors, moi, enfin, le film de Nico, j'ai adoré. Enfin, je suis fan de ce qu'il a fait et je pense qu'on se rend pas compte de ce que ça demande, au niveau, bah, déjà niveau évidemment de kite, sens marin, niveau de préparation en termes de, bah, logistique, météo, sécurité, l'expérience qu'il faut avoir pour faire ce qu'il a fait, c'est incroyable. Et alors c'est un peu comme moi, ça veut dire que le film que j'ai, vu, et je pense que pour lui c'est aussi faute de moyens, comme pour moi faute de moyens, montre que la réalisation. Mais moi ce que j'adorerais montrer, c'est en fait tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il faut engager pour monter et réussir, ce genre de projet. Et en fait moi, bah, pour moi en fait, bah, pratiquement depuis la dernière, dernier podcast qu'on a fait ensemble, moi j'ai les caméras qui me suivent, mais pour l'instant j'ai pas réussi à lever le financement, pour monter le documentaire. Maintenant c'est plus de 2 ans de tournage pour vraiment monter le documentaire. Alors on documente, mais on n'est pas encore capable de Ah ouais, bah, ouais. c'est le principe, hein, un peu du making of Mmh. ou du docu qui a cartonné sur Orelsan, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Et c'est là où il y a aussi Ouais. des pépites, quoi. Bah, ouais, parce que je pense que c'est vraiment, et ça c'est valable pour, maintenant la plupart des sportifs, enfin tous les sportifs, entre guillemets, «aventuriers», et beaucoup aussi même le haut niveau maintenant, qui est a priori de moins en moins financé
par les financements publics, où en fait pour aller faire ce pourquoi t'es le meilleur, et en fait tu dois te mettre en difficulté entre guillemets, ou t'entourer, mais dans nos milieux il y a pas d'argent, donc tu vas te mettre en difficulté toi-même, tout ça coûte cher aussi de s'entourer, pour aller vendre ton projet, convaincre en ce qui me concerne moi ou Nico, les autorités aussi de nous faire confiance, enfin voilà, etc., etc. Et c'est hyper riche, développer le matériel, aller chercher des compétences ailleurs, des fois dans les écoles d'ingénieurs, les universités, etc. Enfin, c'est hyper, c'est très. J'espère un jour que je pourrais montrer tout ça à tous ceux qui veulent le voir. Ah moi j'aimerais bien voir. Mm. Sur l'expédition traverser continent en Corse, tu disais t'avais pas envie de décevoir les gens et tout ça. Moi, ce qui m'a marqué, alors corrige-moi, hein, mais il me semble que tu as fait un premier départ. Ouais. Et qu'en fait, vous t'as annulé, quoi, enfin, au bout de quelques heures, mais tu vas me raconter ça. Ouais. Et ça a dû être dur comme décision à prendre. Ouais, mais c'était, en fait, alors déjà, c'était vraiment la meilleure décision à prendre. En fait, c'est lié au fait que, donc moi, ces traversées-là, je peux les faire sur une fenêtre météo bien spécifique. Et donc en fait, on avait mis en place une histoire de code couleur. En gros, code rouge pendant la période d'attente, code rouge, donc pas de fenêtre météo, il se passe rien dans les 6 jours, enfin dans la semaine. Code orange, on a vu une fenêtre météo qui peut avoir, qui a du potentiel, donc départ possible dans les 6 jours. Et ensuite, code vert, la fenêtre se confirme, départ dans les 48 heures. Chaque code couleur, enfin le rouge, il se passe rien. Le orange, t'as déjà des tâches logistiques qui se déclenchent. Et code vert, tu prends tout, quoi. L'équipe qui devait me rejoindre, les gens à envoyer à l'arrivée, donc qui devaient partir la veille, etc. Enfin, tu mets tout en place. Donc ce qui se passe, c'était pour le 31 mai 24. En fait, dans cette fenêtre-là de 48 heures de code vert, au moment où on décide d'y aller, en fait, la météo elle va monter dans les tours. Et donc toute la logistique était enclenchée, entre guillemets, les frais pour moi, ils étaient engagés. Et on s'était retrouvés, enfin du coup la veille à Toulon avec mon équipe accompagnatrice, c'est-à-dire Charles Caudrelier et Éric Perron, donc des très grands navigateurs, qui pour la petite anecdote revenaient eux-mêmes d'un tour du monde en solitaire, en course, l'Arkea Ultime Challenge, donc en ultime. Donc ils font partie je crois qu'ils sont 7 dans le monde à avoir fait le tour du monde en ultime, en solitaire. Donc c'est quand même, enfin c'est des marins incroyables. Et eux, ils me disaient, en fait, là, c'est parti un peu, ça part un peu dans le rouge, on le sent pas trop, quoi, de traverser, d'aller au large avec, en fait, on s'était fixé dans le cahier des charges des limites, 35 nœuds de force de vent et 2-3 mètres de mer, quoi. Et en même temps, on savait aussi que pour que ça traverse, il fallait qu'on accepte de les avoir à un moment. Sinon, ça marchait pas, l'enchaînement du vent. Enfin, je rentre pas dans les détails, mais voilà. Sauf que en fait moi j'avais sur mes épaules cette pression du regard des autres, parce que la communication avait fonctionné, donc j'avais beaucoup de gens qui suivaient et beaucoup d'attentes. Ça faisait déjà 15 jours qu'on était en attente et je recevais des messages, ça fait une semaine qu'il y a du vent, les gens ils connaissaient pas tous les caractéristiques qu'on avait besoin d'aligner pour que ça puisse traverser. T'y vas pas, machin, tout ça. J'avais les frais qui étaient engagés, j'avais pas beaucoup de moyens. Et puis voilà, on y était. Moi j'avais tellement envie d'y aller, quoi. Donc, et eux, voilà. Donc le matin, il y a toujours un peu le doute. On n'a pas très mal dormi, notamment à cause de ça, pas savoir. Je sentais qu'ils avaient pas envie, moi j'avais très envie, etc. Et le matin, donc on décide d'y aller quand même, et qu'en fait sur place, on va dire, enfin il fallait pas qu'on dépasse les îles de Porquerolles et Levant. Après, on n'aurait pas pu faire demi-tour. Après, remonter face au vent, ça marchait pas. Donc, soit on pouvait commencer un petit peu, et puis soit sinon, il fallait traverser, quoi. On a fait un petit départ. J'ai dû faire, je sais pas, peut-être 15 ou 20 kilomètres. Et ça nous a permis, en fait, de régler différemment des problèmes, parce qu'on avait fait des répétitions, etc., mais pas dans des conditions extrêmes. On s'est rendu compte qu'on tenait très bien. Il y avait quand même 3-4 mètres de mer déjà, 35 nœuds établis. Quand tu dis, en fait, le problème, c'était toi sur ta planche de downwind, ou c'est le bateau qui doit te suivre dans ces conditions-là? C'est l'ensemble. Moi, ça allait très bien pour moi. Mais on avait des petits doutes sur effectivement comment allait se comporter le bateau, est-ce qu'il n'allait pas enfourner, etc. Enfin, le bateau, il est super marin avec ses foils, il est super marin. Mais par contre, on savait aussi que avec le moindre... T'as 2 pilotes.
de l'espace. Ouais. Mais après, il connaissait pas le bateau dans ces conditions-là Ouais, non plus. ouais. Et et puis en fait, on sait aussi parce que alors moi, je pense être un peu un marin. Eux, c'est des marins exceptionnels. Mais on sait aussi qu'en fait, en mer, au-delà de 35-40 nœuds, en fait, les problèmes, ils arrivent en escadrille et c'est exponentiel, en fait. Et du coup, nous, tout ce qu'on voulait pas, c'était finir dans les faits divers. Donc, on a considéré que c'était pas raisonnable. Et en fait, il y a un moment qui est super intéressant qui s'est passé dans le bateau. C'est en fait, moi, sans doute que j'étais un petit peu, j'avais fixé quelque part un cahier des charges et des procédures. Et en fait, le truc, c'est que dans les prises de décision, il y a des perturbateurs qui sont, je pense, communs à plein de choses. C'est bon, les émotions évidemment, mes enjeux financiers et l'ego. Et en fait, les procédures, elles t'en protègent. Et moi, j'avais ce contexte-là qui me faisait oublier les procédures. Et en fait, Charles et Eric qui ont l'habitude de gérer des bateaux en millions, des vies humaines quand ils sont skipper avec un équipage et tout, ils étaient là, mais en fait, Erwan, rappelle-toi, tu as fixé des cadres, un cadre. Je veux dire, avec tout ton esprit, je veux dire, posé, avec le sang-froid. En fait, voilà, il y a pas de raison de passer au travers, quoi. Donc j'ai vraiment senti leur expérience là-dedans. Et j'ai beaucoup de chance de les avoir. Et puis quand sur les réseaux, c'est Charles Caudrelier qui dit en fait on a considéré que les conditions en mer n'étaient pas réunies, trop extrêmes, et qu'on voulait pas les se mettre en danger là-dedans. En fait personne ne pouvait rien dire, tu vois. Et c'était génial. Ouais. Et on a beaucoup appris et on a été meilleurs sur différentes choses par la suite grâce à cette Ouais, et moi, je cette t'avoue, tu vois, j'étais un peu triste de voir ce départ avorté, mais je trouve qu'effectivement, la communication, elle était super clean, super pro. Et voilà, comme tu l'as décrit, quoi. On est allé jusqu'à ce qu'on peut aller. Voilà, la mer, ça allait pas. Next. Voilà, ouais, ouais. Et puis, on a bien fait parce que, alors peut-être que j'aurais mis 2 heures de moins, mais peut-être qu'on aurait fini nitrouillé, quoi. En fait, on peut pas le savoir, mais c'était la bonne décision. Donc donc, hop, tu rentres à la maison. T'es dans quel état d'esprit le soir? En fait, je suis quand même libéré parce que, il m'avait quand même, enfin, c'était un moment de tension, extrême de tension générale, pas vraiment entre nous parce que, on se connaît bien, on est soudés et cetera, mais il y avait vraiment une décision, entre guillemets «lourde» à prendre. Et en fait, à partir du moment où on a dit: «On n'y va pas» et que Charles et Eric ont aussi un peu, pris ça un peu sur eux aussi, moi j'étais libéré. Et au final, on avait fait la répétition générale, Ouais. en conditions, réelles où moi je pensais vraiment partir, je pense qu'on en avait besoin. Parce que la répétition générale quand c'est pas la vraie, c'est pas pareil. Donc on avait cette expérience-là qui nous a beaucoup servi pour le vrai départ. Le redépart, c'était quand? Et donc C'était du coup, c'était quelques jours plus tard, hein? 15 jours plus tard. 15 jours? Ouais, le 12 juin, donc 12 jours plus tard. Ouais. Et on était d'autant plus près. C'était quelques trucs et puis d'ailleurs les conditions étaient meilleures. Donc voilà, avec la fin qu'on sait, quoi. Ah ouais, c'était magnifique. On en a beaucoup entendu parler. La distance totale, c'était 228 km, c'était combien? Rappelle-moi. Sur l'eau, moi j'ai fait 200 sur mon foil, 246,8 km. Ouais, 250 bornes ouais. en combien de temps? 12 heures et 19 minutes de Voilà, foil, ouais. sans, que du foil, hein. Donc, tu Ouais, pars à la pagaie et c'est le swell qui est créé par le vent qui t'a permis de faire cette distance, ouais. très longue, et puis à une vitesse quand même Ouais, alors assez incroyable, quoi. maintenant, c'était quand même il y a 2 ans. Maintenant, je pense même moi, je pourrais aller plus vite. Le matériel a évolué et puis, là, c'est pas que je prenais mon temps parce que je suis pas non plus, resté bronzé sur la planche, mais, je me suis vraiment, toutes les 3 heures, je m'arrêtais pour, manger un peu plus solide que ce que je pouvais manger, en vol. Et puis voilà, ouais, j'étais pas en mode, je veux faire un temps. Moi, je voulais, juste arriver de l'autre côté, quoi. Bon, alors Et je suis obligé de poser cette question, pire moment, moment le plus beau, c'était quoi le pire moment de la traversée? le pire moment, c'est quand assez rapidement en fait, j'ai chopé des crampes et Au donc bout de combien de temps tu as des crampes? au bout de 2 heures je crois, au bout de 40, je faisais 47 km.
Donc je chope des crampes. Alors c'est Où pas non ça, plus au dans les mollet? jambes, non, dans les. En fait, je pense que c'est les muscles posturaux, un peu mollets et cuisses. Aïe! Je fais une petite pause dans l'épisode pour remercier les copains et partenaires qui soutiennent Mordu. Un grand merci à Picturide pour leur soutien sur cet épisode. Picturide, c'est une app qui permet de progresser dans ses sports de glisse grâce au retour de riders et coachs expérimentés à distance. Tu charges tes sessions, tu échanges avec des pros et tu reçois des feedbacks personnalisés en surf, foil, skate, wing kite et plein d'autres disciplines. Perso, j'ai testé en dog start et en subfoil et j'ai trouvé les retours hyper concrets. Les coachs repèrent souvent un détail technique qui peut vraiment faire progresser. Tu repars ensuite avec quelques axes de travail précis à tester dès la session suivante. Vraiment, c'est hyper stimulant. Si vous voulez découvrir ça, rendez-vous sur picturide.com. Et c'est pas les gros muscles, c'est les muscles posturaux. Enfin voilà. Mais en fait, je pense que c'était notamment lié à en fait une tension que j'avais Ouais. parce que c'était le jour de l'événement et parce que en fait ces premières heures, j'avais le soleil droit en face de moi et j'avais beaucoup de mal à lire la mer et ça me tendait parce que déjà quand t'as le soleil dans les yeux, c'est plus dur donc t'es plus concentré. Et puis surtout, je voulais pas faire des pauses, je voulais pas me poser entre guillemets inutilement quoi. Pour moi, en fait, dans ma tête, j'allais me poser 3 fois jusqu'à l'arrivée. C'est les 3 fois où j'avais prévu de manger quoi. Enfin, de manger solide parce que en vol, je mangeais autre chose, mais des gels et tout. Et donc je voulais surtout pas me poser, perdre de l'énergie en fait inutilement comme ça. Donc j'étais assez crispé sans doute. Et donc ouais, je me souviens très bien les premiers crans, j'avais 47 km, putain il me reste 200, ça va être très long. Et à partir de ce moment-là, je rentre en mode survie. C'est pas que tu prends pas de plaisir, mais c'est que t'es en mode il faut faire attention à tout puis te dire en fait c'est entre guillemets, c'est juste un mauvais moment à passer, de douleur et de trucs, mais en fait, tu dois réussir à faire abstraction de ça et continuer vers ton objectif, quoi. T'avais cette expérience un peu d'ultra trail ou de longue distance où tu peux être dans la douleur et à un Ouais, pas moment tu vraiment. passes la douleur et t'arrives il y a des cycles en Ouais. fait et t'arrives. Du coup, je l'ai expérimenté là. Ouais, ok. Et en fait, quelque part, c'est ça que j'étais allé chercher aussi, moi personnellement, c'est de voir en fait un peu ce que j'avais dans le ventre. Et j'ai appris sur moi en fait dans ce moment-là. Et ça m'a servi d'ailleurs depuis aussi. Mais là, c'est ouais. Mais en fait, j'étais sûr que ça allait m'arriver. Hein. Mais je pensais que ça allait m'arriver au-delà de 100. Moi, j'avais déjà fait un peu plus de 100 km sans aucun problème. Donc, je savais qu'à un moment ou à un autre, ça allait être très dur. Mais je pensais pas que ça allait arriver à une distance anodine, enfin pas anodine, mais que je fais tous les week-ends, quoi. Et t'as senti cette espèce de vague, c'est-à-dire douleur, finalement ça passe, Ouais, redouleur, puis ça repasse. ouais, c'est un peu cyclique en fait. Quand t'arrives à ce que ton attention soit prise autre part, ça t'oublie un peu, puis ça revient. Puis en fait, c'est surtout à l'arrivée. Hein. Enfin, quand j'ai compris que j'allais vraiment y arriver, que même en ramant, s'il fallait en me À la rallonger sur palier. ma planche, que j'allais rejoindre mon objectif. À ce moment-là, en fait, j'avais plus mal nulle part. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Ah, t'étais J'étais adrénaline. rincé, hein. J'étais rincé, mais j'avais plus mal nulle part. Et là, tu te dis la puissance du cerveau, elle est incroyable. Le moment le plus beau, c'est quoi? Bah, tu vas Le me dire, moment c'est le plus beau, l'arrivée. bah ouais. Bah oui, c'est l'arrivée. C'est se dire, ça y est, en fait. Qu'est-ce que t'as ressenti? C'est un mélange de soulagement, de joie, de fierté, de reconnaissance aussi, que je t'ai dit, les partenaires, à mes coéquipiers qui étaient dans le bateau, tu vois. Et c'est tout ça en même temps. Tu penses à effectivement ta famille t'a subi un peu pendant toute la préparation, qui il y a toujours des moments un peu délicats dans ces trucs-là et qui étaient là et ouais les partenaires et puis Est-ce que c'est un moment que t'avais visualisé avant? non, pas Non? vraiment. En fait, pas à cette intensité-là parce que tu sais pas à quel point, enfin tu sais pas par quelles émotions tu vas passer, par quels états de difficulté tu vas passer. Et puis en fait, se projeter sur l'arrivée, c'est dangereux aussi. Enfin, moi, ma façon de faire, c'est quand même bien des régates quand j'étais plus jeune, mais c'est en fait quand tu t'es en train de faire et que tu penses à une arrivée, t'es pas en train de penser à ce que tu dois faire maintenant, quoi. Donc il faut pas trop se projeter, rester dans le concret tout de suite maintenant. Et puis oui après à l'arrivée les émotions par contre enfin là t'as tout qui se relâche donc
on va dire plus c'est dur, sans doute, plus tu vas chercher loin et plus ça ressort fort aussi. Et donc là, c'était très très intense. T'as réussi à dormir le soir même? J'ai pas dormi j'étais épuisé et j'ai pas dormi 2 nuits d'après, j'ai pas dormi. Pendant 2 nuits, t'as pas dormi? Hein. Ah ouais. Enfin très peu quoi, tu vois, impression de pas dormir. Ouais, ouais. Mais je Tellement pense t'étais sous adrénaline, ouais, je pense, ouais. Ouais. Parce qu'après le lendemain, c'est aussi une autre adrénaline, c'est que tu réalises. Ce premier soir, j'ai pas réalisé, en plus on était entre nous, on a dîné, sur le port de Calvi. Bon, en plus j'avais même pas faim, c'était assez bizarre, alors que j'avais sûrement besoin beaucoup de manger. Mais on était en petit comité, enfin c'était génial. Mais le lendemain, tu ouvres ton téléphone, tu vois tous les messages, enfin. Mais après tu réalises et le fait de réaliser, ça te donne, enfin c'est une autre forme aussi d'adrénaline, d'excitation. En fait, tu te rends compte que toi, tu as fait le truc que tu voulais faire, qui parlait pas forcément à grand monde quand tu as cherché à monter le projet. Après, tu l'as fait et en fait, tu te rends compte que ça a touché les gens, en fait. Et le fait aussi de le faire à ma façon, puis ça a été confirmé dans le film, c'est que moi, je voulais montrer les choses telles qu'elles étaient. C'est-à-dire que je voulais pas passer pour un super-héros que je ne suis pas, quoi. En fait, et tu peux le faire si tu le veux, parce que quand t'es on était entre nous, il y avait pas de gens extérieurs, donc ça en avait voulu montrer que les bons moments, que c'était facile, que on aurait pu. Mais c'était pas l'idée. Et après, c'est sûr que quand tu te montres en train de pleurer, machin et tout, que c'est dur, que le mec il te pose des questions à la radio puis que tu réponds à peine parce que en fait t'es juste t'es juste dans le dur, quoi. Et tu t'exposes, tu vois, enfin tu te livres, quoi. Et tu sais jamais trop comment ça va être perçu. Et puis quand tu t'aperçois que t'as montré ce que t'es vraiment et que les gens ça leur a parlé, et ouais, c'est un soulagement aussi parce que, enfin, je sais pas trop comment expliquer ça. C'est une sorte Est-ce que de. cette traversée, elle a changé quelque chose dans la façon dont tu te définis aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un Erwan avant et un Erwan après? Parce que Sûrement. moi, j'ai l'impression. Ouais, non, mais sûrement. Sûrement, en fait, je pense que c'est, à part, ma famille, mes enfants, dont je suis évidemment très fier, mais je pense que c'est fait partie des choses dont je suis le plus fier, enfin, voire même la chose dont je suis le plus fier dans ma vie, c'est d'avoir, heu, monté ce projet contre vents et marées, et être arrivé, au bout et d'avoir, je crois touché des gens, en fait, en donnant je pense la meilleure, version de moi-même et la vraie version de moi-même aussi, quoi. Donc ça j'en suis super fier, ouais. Le problème c'est que c'est une drogue alors, Heu il faut savoir, où s'arrêter, quoi. Ouais, ouais. Ouais, et c'est rigolo parce que c'est vraiment sorti du milieu, hein. Mmh. Moi, j'ai eu plein de gens, de gens qui disent: «Ah, tu vu, il y a un gars, il a traversé c'est ouf, il a traversé, la Méditerranée, sans rien, quoi, enfin, sur un foil». Enfin, oui, oui, j'ai eu ça pendant, enfin, vraiment, ça Et après, revenait, après c'est vrai que comme je fais pas mal d'interventions d'entreprise ou enfin sur des événements et cetera, c'est beaucoup de gens qui viennent me parler, mais je trouve parfois que on me met un peu trop, comme quelqu'un d'exceptionnel. Moi, en fait, je pense qu'on a tous, des talents. Moi, je suis pas le meilleur sur l'eau en foil. Après, la conjugaison de différents, entre guillemets, «talents» ou compétences que j'ai, agrégés m'a permis de réaliser ça. Mais en fait, on a tous des talents. Certains, vont avoir des talents d'ailleurs beaucoup plus utiles parce que, ce qui va leur permettre d'aller aider des gens qui sont dans le besoin, aider des malades, ou je sais pas, monter des entreprises qui vont employer, je sais pas combien de personnes et il faut des talents pour ça. Alors certaines choses sont plus ou moins valorisées dans la société. Il se trouve que ce que j'ai fait apparemment a été valorisé, mais moi j'ai juste essayé d'exploiter, de donner la meilleure version de moi-même, exploiter ce que j'ai reçu comme talent et en faire ce que je pouvais avec, quoi. Mais et tous on en a, et ouais, tous mais on peut faire des choses ce qui est exceptionnelles dans notre spectre, quoi. ce qui est pas facile, enfin, j'aimerais bien te faire agir, c'est que quelque part, tu es devenu un peu la référence de ce grand public du downwind. Voilà. Ouais, alors que je suis Les loin gens, d'être le voilà. meilleur. Alors voilà, Et c'est ça qui est, moi, qui alors parfois est gênant. c'est ça qui est Ouais. rigolo. Comment tu le vis? Je le vis, j'ai pas trop le choix, mais en fait, j'essaie souvent d'essayer de replacer un peu, l'église au centre du village en disant: ouais, alors effectivement, j'ai fait ça, je pense que personne pourra me l'enlever, mais pour autant, en fait,
Ce que les gens retiennent, cette traversée-là, déjà, c'est qu'une partie du projet, enfin de l'ensemble, et sans doute que d'autres l'auraient fait mieux que moi. Enfin, c'est de la réalisation. Après, moi, j'ai de la chance d'avoir l'expérience, qui m'a permis de monter le projet, et puis sans doute aussi de communiquer, etc. Hem, mais je suis pas, je pense que par exemple, si on parle, il y a des gens qui me comparent à Kelleny, mais moi je peux pas le laisser dire. Mais un gars comme Kai, il a, ou en tout cas un moment où dans certaines choses, c'est vraiment le meilleur. Il sait communiquer, il sait s'entourer ou monter des projets. Enfin, je veux dire, il y a zéro problème. Moi, je suis plus, ouais, je quelque part, je profite un peu du fait que les meilleurs, sur l'eau, par exemple, s'ils gagnent les compétitions où les meilleurs downwinders se mesurent, ne montent pas de projet, en fait. Exactement. Mmh. Voilà, il y a des gens qui auraient pu, qui auraient dû, qui dans leur chambre, voilà, toi Mais après, c'est pas facile. Tu non, vois, mais ouais, parce mais qu'en fait, tu l'as souvent, fait, tu t'es moi, exposé, j'ai 45 ans bientôt, et en fait, ah, je c'est vieux pense ça, à 45 ans. 25 ans, j'aurais pas été capable de monter un Ah ouais, projet comme ça, et sans doute que j'aurais pas été non plus crédible pour aller voir, les entreprises, les autorités, et cetera, pour, en fait, faire accepter ou vendre mon projet. Donc enfin, c'est pas, je suis pas en train de dire que, les meilleurs, riders sont, tu vois, sont un peu nuls de pas monter des projets. C'est juste que, bah, ils le feront peut-être aussi, plus tard avec plus d'expérience pour, donner une suite à leur carrière, tout à fait et puis on revient, sur le gros sujet, on en parlait, juste avant de commencer à enregistrer, enfin en tout cas c'était entre les lignes, c'est que, il y a la performance, mais il y a surtout qu'est-ce que ça raconte la performance, en mmh, fait? C'est quoi l'histoire? C'est quoi le narratif? C'est quoi le storytelling? Si tu champion d'Europe, de whatever, en fait, ça intéresse pas grand monde. Par contre, si tu champion d'Europe et qu'en plus, tu fais quelque chose, qui va parler, à tout à chacun, si tu as osé et tout ça, bah, là, il y a de l'écoute, quoi, en fait. ouais, ouais. C'est ça qui compte. Mais en plus, tu vois, je disais tout à l'heure que du coup, je me suis livré. En fait, je pense aussi qu'à 25 ans, j'étais pas prêt à me livrer. En fait, que tu vois, avec l'âge, l'expérience, tu es plus aussi confiant, tu es plus installé, tu vas être, enfin, après ça dépend peut-être des personnes. Il y a des gens, enfin, en tout cas pour moi, j'étais plus prêt à me livrer profondément, en me mettant en difficulté, physiquement et émotionnellement, et le montrer à mon âge maintenant, que plus jeune, où enfin, il y avait pas les réseaux sociaux complètement à l'époque, mais où je pense que j'aurais été plutôt tenté de faire le truc un peu policé, où c'est super facile, t'es le meilleur, machin et tout. Bon, là, de toute façon, que j'avais pas le choix, parce que je suis pas le meilleur. Ouais. Non, mais ce qui est rigolo, c'est que, quand on s'était vu, on s'était vu, bon, toi, tu fait cet exploit. Par ailleurs, tu as une super chaîne YouTube, hein, qui continue, hein, Water Sport Channel, c'est ça, Water Sport Zone, ouais. Water Sport Zone, tu senti un avant-après d'ailleurs, en termes d'audience, Non, pas vraiment, en fait. Heu, alors, bah, évidemment, enfin, non, c'est pas évidemment, mais c'est un pari. Le film de la traversée, en juste de cette traversée, il a cartonné à l'échelle de nos sports, hein. Après, ça touchait un public tellement large que ça a pas je pense pas que ça fait grossir ma chaîne plus que ça. Mais en revanche, cette chaîne et mes réseaux sociaux, en fait, c'est ça mon levier qui m'a permis de monter le projet. C'est-à-dire que si j'avais pas d'audience, en fait, je sais pas si, peut-être quelqu'un m'aurait suivi, mais j'avais quand même beaucoup plus de chances de me faire, entendre, que les portes s'ouvrent avec, je sais pas combien j'avais d'abonnés à l'époque, mais disons 100 000, que rien, de quoi, ouais, ouais. ou 10, quoi. Donc aujourd'hui, on est dans une société où il faut des chiffres, il faut être capable de demander des chiffres d'audience, de ci, de cela, et c'est vrai que c'était mon atout principal. Tu m'avais confié et c'était marrant, tu m'avais dit: «Ouais, alors moi, quand je suis lancé dans YouTube, ce côté un peu influenceur, parler face caméra, c'était hyper dur pour moi, j'étais pas complètement satisfait du résultat, mais bon, j'ai poussé les trucs et puis bon, bah, finalement, j'ai progressé». Quand je regarde en arrière, je me dis: «Ah ouais, j'ai fait du chemin quand même». Est-ce que le fait d'avoir fait cet exploit, est-ce que tu es plus à l'aise dans ce rôle un peu, tu m'excuseras, hein, d'influenceur, de mettre
ta pomme sur tes tutos. Ouais, c'est un chemin. Ouais, non, mais en fait, oui, depuis 2020, je crois que j'ai commencé, je sais plus, en 2021 ou 2020, je sais plus. Heureusement, j'ai progressé parce que je partais de loin quand même. Mais ouais, je suis plus dans mon rôle, clairement. Euh, alors, est-ce que la traversée m'a donné plus de confiance? Peut-être. Mais je pense que c'est un tout. Je pense que c'est un tout. Après, c'est rigolo aussi. Là, on est au défi Wind. Donc, bah, pour avoir dirigé Wind et puis d'autres magazines, je me souviens, je sais plus, dans les années 2000, enfin, à la fin des années 2000, où je devais prendre la parole pour ouvrir le défi, pour parler aussi dans les soirées partenaires, etc. Et ceux qui étaient là, ils doivent rigoler quand même, parce que genre, aujourd'hui, quand je fais des conférences, des fois avec plusieurs centaines de personnes d'entreprises, des gens brillants, et où en fait, je pense que enfin, en tout cas, moi, je me sens à l'aise. Et je me dis, ouais, il y a quand même du chemin de parcouru, mais je pense que c'est aussi, j'ai cette démarche d'essayer de m'améliorer sans non plus me trahir. C'est-à-dire que je ferai jamais l'américain en fait enfin l'américain entre guillemets quoi, devant la caméra ou devant. C'est pas moi en fait. Donc être un peu peut-être maladroit ou quoi, ou timide, peut-être que ça. Enfin c'est plus moi, ça me quittera jamais. Mais par contre effectivement, là maintenant enfin la caméra m'impressionne pas. Ouais. Alors là, tu le disais, on est au défi Wind. Il y a 3 disciplines, hein, au défi, hein. Ça commence par le kite, ensuite il y a la wing, il y a le windsurf, il y a un peu des temps. Donc il y a les kiteurs qui arrivent, qui repartent, les wingers arrivent, machin. Bon, bah, toi, tu t'es dit: «Je vais faire les 3». Heu, c'est la première fois que tu le fais en plus, tu me disais? Ouais, alors j'avais déjà fait le défi Wind auparavant. En planche à D'abord voile? comme coureur, et puis après j'ai travaillé déjà pour Wind, mais en fait c'était avant Internet, donc on avait moins de boulot sur l'événement. Enfin, c'est le côté com, etc. était beaucoup moins prenant. Donc j'avais pu le faire, je crois, jusqu'à 2010 en windsurf. Et puis depuis, donc 16 ans, complètement impliqué dans l'orga. Donc défi K j'ai jamais fait, défi Wing j'ai jamais fait, et donc forcément encore moins les trois. Et puis ça me titillait un peu depuis 2-3 ans. Donc cette année j'ai dit en fait je vais bah, moins m'impliquer dans l'orga, et pour faire enchaîner les 3 défis. Aussi parce que je me dis c'est dommage, j'ai ma communauté, mes réseaux qui je peux enfin les exploiter entre guillemets, mais aussi en faire profiter le défi pour exposer peut-être le défi à un public qui est pas exactement le même que l'habituel du défi. Et donc produire du contenu sur chacun des events, c'est ce qu'on essaye de faire là avec Chris qui m'accompagne. Et puis voilà, puis en fait quelque part aussi, moi pour préparer mes prochains projets, ça tombe assez bien d'avoir un bloc un peu intense là prépa physique quelque part et sur l'eau, enfin de faire ça tombait bien. Donc en fait je me régale parce que j'ai pas vraiment d'objectif sportif. Juste je suis là pour me faire plaisir, essayer de me pousser quand même un petit peu. Je me rends compte que autant en kite qu'en wing, la compétition, même si voilà, j'ai rien à prouver, enfin en tout cas même à moi-même, elle te pousse quand même un peu, te titille pour aller chercher, enfin voilà, pousser un peu plus, chercher voilà des choses que tu ferais pas tout seul clairement. Donc c'est intéressant. Ça va être quoi l'épreuve la plus dure pour toi? Je pense que là, on connaît un peu, on a un peu la vision de la météo. Je pense que le windsurf, il y a vraiment une grosse densité. C'est quand même assez physique, le windsurf. Et puis, j'aurai le kite et la wing dans les pattes. Donc, je m'attends à ce que ça soit de plus en plus dur, en fait. Alors tu viens de la planche à voile, toi, puis tu as Ouais. été un rider Mais ultra costaud en planche, mais quoi? j'en fais assez peu depuis quand même Ah ouais? pas mal d'années. Je fais tout genre de tout, hein. J'ai pas abandonné la planche, mais j'en fais assez peu, et encore moins en fait sur comme ça en course sur eau plate avec des voiles à camber, etc., etc. Donc ouais, j'appréhende un peu quand même forcément. Ah, Mais tu mais Ah, c'est marrant. ouais, parce que le défi quand tu sais que tu vas prendre 40-50 nœuds, que tu vas enfin c'est quand t'es pas très bien réglé, pas très bien à l'aise, et que t'as 1000 et quelques enfin c'est quand même c'est un défi, hein, il porte bien son nom. Donc voilà, je sais pas dans quel état je vais finir, j'espère pas trop crever quand même. Pour l'instant ça va. Je suis bien préparé aussi, physiquement en tout cas, moins techniquement. Mais après franchement c'est vraiment sympa quoi. Puis de voir là en wing, je me faisais la réflexion tout à l'heure, c'est incroyable en fait comme les jeunes ont pris possession du défi wing, hein.
C'est devant, en fait, tout à l'heure, j'ai regardé pour le top 100 de la première manche. T'avais 40 en U19, 12 seulement en plus de 40 ans dans le top 100. Et non, mais c'est incroyable Ah ouais, c'est sur fou. ce sport qui était estampillé comme sport de vieux. Je me suis fait Mmh. débouler, moi, par des filles, quoi. Enfin, mais quand je dis des filles, des filles de 12 ans. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi aussi, Et quand je te dis moi aussi. débouler, c'est vraiment 2 fois plus vite, quoi. Moi aussi, et c'est là que je te dis que la compétition t'amène à... Parce que tu te dis, non mais attends, c'est pas possible. Tu étais en train de te dire dans ta tête, oui, mais parce qu'en fait, moi, je fais 75 kilos, j'irais plus vite si si je faisais 85 et tout. Mais en fait, tu vois une gamine qui doit faire 50 kilos qui te dépasse, tu te dis, bon, bah là, mon petit gars, il va falloir pousser un peu. Ouais. Ah là, c'est énorme Ouais. et vraiment, j'invite tout le monde à tester. Moi, honnêtement, je suis arrivé à me taper, un board, de 10 bornes, ça m'a jamais excité la race et tout ça, mais je dois dire alors il y a la période de découverte quand même, hein, c'est moi je suis arri vraiment j'ai mis un bout de harnais 3 minutes avant le premier départ, quoi, Mm. donc bon, il était mal réglé, donc c'était la cata, donc je suis arrivé pas du tout prêt, et j'ai pas tellement kiffé au début et puis, bah, là, ça y est, tu commences à voir le truc, je me dis: «Ah, faudrait que j'ai quand même une front wing un peu plus petite, faut que je règle mon bout de harnais, mon harnais», que c'est vrai que quand tu vois les riders qui vont à une vitesse, Ouais, c'est mais te impressionnant. laisse il y en a, ils vont à 55-60 kilomètres/heure, hein. Ouais, On voit les bateaux à côté, les bateaux se traînent, quoi. Enfin, ouais, non, c'est c'est des impressionnant. fusées, quoi. C'est impressionnant, ouais. Mais tout ça en plus dans l'état d'esprit Ah, c'est hyper sympa. du premier jusqu'au dernier, tout le monde a sourire, tout le monde dans le partage, les exposants aussi. Enfin, c'est vraiment, franchement, ouais, ça. Grande Je famille, ouais. pense que quand tu fais ces sports-là, mais encore plus quand tu bosses dedans, je pense qu'il faut venir pour ressentir cet état d'esprit positif. Je pense que ça te regonfle pour toute l'année, en fait. Ouais, non, non, c'est super, je partage complètement. Bon, on va parler de l'après là, la prochaine expédition là. Bon, est-ce que tu nous lâches un peu? Alors ce sera pas une exclue parce que tu l'auras annoncé, mais alors vas-y Bah, là, raconte. pour l'heure, c'est un peu une exclue. Bon, après, je pense que pas mal de gens, j'ai vu des commentaires, ont deviné. Mais en fait, ça fait presque, je vais pas dire depuis que je suis arrivé à Calvi, mais pas très loin, que j'essaye de monter un autre projet, enfin une autre traversée symbolique qui me parle plus. Enfin moi, c'est plus ce que j'ai envie de faire que des records entre guillemets, comme j'ai fait l'année dernière, le plus long vol sans moteur. Mais bon, ça coûtait pas très cher de le faire, donc, donc j'ai essayé de le faire quand même. Donc là, en fait, après avoir relié 2 territoires, donc continent Corse, moi je voudrais relier 2 pays. Et donc là, je vais être en stand-by à partir du 1er juin pour tenter de traverser la Manche dans sa grande largeur. Donc, alors il y a plusieurs parcours possibles. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est moins simple au niveau météo. Enfin, il y a des côtés plus simples, mais c'est moins simple et les vents ils peuvent venir de pas mal de directions différentes, contrairement à Porto-Calvi où en fait on cherchait vraiment du Mistral. Donc le parcours était fixé. Et voilà, sauf qu'il y a des contraintes Ah, attends, dans la attends, Manche. alors c'est en grande, tu vas partir, du nord de la France, Je vais partir d'Angleterre, d'Angleterre? ouais, pour rejoindre la France. OK, Ouais. et sur quel support? Pareil, En downwind? en downwind, en foil, sans voile, sans moteur. Et du coup, tu as besoin d'un gros vent de nord-est? Qu'est-ce que tu vas chercher comme Nord-est ou nord-ouest, ouais. ah Ouais, plutôt ouais, plutôt un gros en nord-ouest, gros une grosse nord-ouest dépré ou nord-est, ouais, ouais. parce que alors là, je vais faire mon geek de la météo du coin, mais nord-est, c'est anticyclonique, donc Ouais. il fait beau, ça peut être fort, mais pas tant que ça et par Si, contre, si, ça peut être ça peut fort, ouais. tabasser, ouais. Mais après, faut pas que ce soit trop fort non plus parce que après c'est dangereux, quoi. Enfin, je veux dire, Tu peux avoir du moi parce je que mon but c'est pas de finir dans la les faits divers, c'est comme pour la Corse. ouais. Ouais, mais tu vois là, le Mistral, c'est 35, 40 nœuds, toute la journée et ça tabasse. Retrouver ces conditions-là Bah, dans moi, le nord de la quand Manche, j'ai j'aurais quand pas j'ai pensé, mais pour la tu Corse, on voulait pas 35-40, ouais. hein. Comme je disais, en fait, on a traversé, on a eu 35 plutôt max, mais on a eu c'était un moment 10 nœuds, on voulait pas qu'il y ait des vents trop forts parce que au large, après c'est quand même spécial, hein, mais c'est les problèmes ils arrivent, ouais, c'est exponentiel, quoi. Alors du coup, quand tu dis la grande traversée, ça veut dire tu pars d'où d'Angleterre à peu près, En fait, je vais pas faire Douvres-Calais.
Ouais, parce que ça, c'est Ça, parce que c'est 35 kilomètres, quelque chose quoi. comme ça, ouais. Pour toi, c'est Et figure non, une de c'est nose. pas grand chose, mais après, c'est pas très bien orienté. Après, il y a beaucoup de trafic. Enfin, dans la Ouais. Manche, il y a beaucoup de trafic maritime partout, et il est encore plus concentré, et t'as moins de possibilités comment dire, de l'éviter, ou de t'en accommoder, en fait, enfin, dans ces endroits où c'est très étroit. De toute façon, c'était interdit, j'ai pas eu l'autorisation. Enfin, j'ai essayé un peu pas très loin, mais j'ai pas eu l'autorisation, notamment à cause, alors, les côtés migratoires, mais aussi, les DST, en fait, c'est les dispositifs de séparation du trafic pour les cargos. Et donc voilà, ce sera un peu une diagonale dans la Manche, moins en théorie, je dis bien moins long que pour Toulon-Calvi. Mais je m'attends, franchement, je suis pas sûr d'y arriver encore une fois, et je m'attends à ce que ce soit vraiment très difficile, parce que la Manche, c'est très hostile. Déjà, il fait froid. Enfin, il fait moins bon Ah, que mais pour aller en Corse, sachant je viens de là-bas, je te confirme, il fait que froid. pour aller en Corse, le 12 juin, j'ai quand même eu froid. Donc il y a le trafic maritime le plus important du monde, avec des cargos qui sont là à 20-25 nœuds, et moi je suis un pins, hein, une aiguille dans une botte de foin, donc ils peuvent pas forcément me voir ou m'éviter, donc ça c'est un gros sujet. Et puis le courant, qui est aussi extrêmement puissant, notamment aux abords de la côte française, donc de l'arrivée, quand je serai bien cramé. Donc tout ça, voilà, ça va être, Pourquoi t'as choisi ça? je pense, extrême. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que, comme je disais, je pourrais essayer de faire un record, faire ça. Je dis pas que je le ferai jamais, mais c'est pas tellement mon moteur. Moi, j'aime bien raconter une histoire, et je trouve que l'histoire, elle est plus sympa d'aller relier des territoires symboliques, faire une traversée symbolique, plutôt que de parler juste de performance. Même si en faisant des performances, en fait, dans mon record l'année dernière, je me suis mis dans le dur, et c'était riche aussi. Enfin, il y a des choses à L'année raconter. dernière, t'as fait quoi comme distance? J'ai fait, alors là, je voulais le faire donc un seul vol, sans m'arrêter, sans toucher l'eau. J'ai fait 156,5 km. Donc un seul vol, un seul décollage, et jusqu'à l'arrivée, 6h30. Donc Ah, faut être bon, parce que mais en fait, de ça, tu racontes ah surtout des chiffres, ouais, ouais. et de la performance. Et bon, très bien, mais moi je préfère raconter, voilà, une histoire sur une route qui parle aux gens, où certains peut-être ont pu la faire en bateau, et voient un peu ce que c'est. Enfin, pour la Corse, ça a bien marché, notamment par ça, parce que en fait, voilà, c'est la route aussi du ferry. Les gens, ils savent qu'ils mettent 12-13 heures en ferry. Ils disent, ah, il a mis en même temps, et puis enfin voilà, donc Ah non, et puis alors là, le défi technique, il est beau, hein. Effectivement, là, je me dis: «Waouh, pas simple, hein». non, c'est pas simple. Qu'est-ce que tu vas faire C'est pas simple du différemment? tout. Qu'est-ce que tes 2 expéditions, tes 2 défis précédents t'ont appris et que tu vas mettre en place là pour cette traversée Angleterre-France? Je pense qu'on avait quand même bien préparé la Corse, donc il y a plein de choses qu'on a bien validées et qu'on refait pareil. Pour la logistique un peu différente, mais c'est pas parce qu'on voulait changer, c'est juste parce que la configuration fait que c'est différent. Je suis mieux préparé physiquement, je pense, pour la Corse. Sur le coup, je m'en suis pas rendu compte, mais maintenant, en fait, 2 ans après, en fait, je me rends compte que je suis capable de supporter beaucoup plus de charges d'entraînement chaque semaine que ce que j'étais capable de le faire en 2024. Qu'est-ce que tu as changé? J'ai rien changé, c'est juste que, enfin, j'ai rien changé. Je peux me permettre de l'augmenter, parce que en fait, tu passes pas parce que finalement, quand j'ai décidé de monter ce projet c'était c'était en 2023. J'étais journaliste j'avais été journaliste pendant 16 ans, je faisais quand même du sport, enfin beaucoup de navigation, mais bon, j'étais quand même une grande partie de la journée derrière un bureau, et sans me fixer des objectifs d'entraînement. Enfin voilà, je fais une bêtise, mais peut-être 3-4 heures de sport par semaine, c'est très bien déjà, hein, mais voilà, mais en fait tu passes pas et je te parle de 3-4 heures de sport effectives, c'est-à-dire tu démarres maintenant avec les montres, là, tu démarres la montre, tu l'arrêtes, c'est pas je prends la douche, le briefing et tout, etc., quoi. Mais en fait, tu passes pas en quelques mois de 3 heures par semaine à 10-15 heures par semaine. Et en fait, il faut du temps pour monter la charge sans te blesser, sans t'écurer, et en fait, là, j'ai eu ce temps. Et aujourd'hui, du coup, je suis je pense beaucoup plus prêt. Alors, j'espère que euh, la traversée me donnera raison, mais je me sens beaucoup plus prêt, ouais, physiquement, à encaisser des difficultés, quoi.
Bon, bah, super, on va suivre ça, pour suivre la waiting period, le départ, avoir les infos, on va sur c'est quoi, la page Insta, le mieux? Bah, ouais, sur mon Insta, je vais partager ça, évidemment et puis il y aura un suivi live, sur internet. Enfin, je partagerai les liens, ouais, sur mon je pense que mon Insta, c'est, Insta, enfin, je vais partager un peu partout, LinkedIn, Facebook par, ricochet d'Insta et puis YouTube sûrement aussi. Bon. Mais c'est là où je suis le plus actif, je pense, c'est Instagram. Ah bah, trop bien. Bah, écoute, j'ai hâte de voir ça. Hors antenne, je vais te demander quelques conseils là pour le burn-in, là, j'aimerais bien m'y mettre, voilà. Et puis, bah, je vais te remercier pour ce Merci à toi. voilà, ce 2e moment, chez Mordu. C'était super cool. Ton premier épisode a cartonné, j'adore ces nouveaux projets, donc c'était trop bien de te recevoir et puis, bah, voilà, moi j'ai découvert en même temps que tout le monde ce projet France Angleterre-France. Mmh. Je le trouve très cool. Je t'avoue, je suis un peu sur les fesses parce que, il tu vois, genre, c'est pas le premier auquel j'aurais pensé et bah, j'ai hâte de voir ça, hein. Bravo. Bah, moi aussi. Après voilà, le plus dur, c'est pas de le dire, c'est de le faire Ouais, et mais donc voilà, j'ai la chance d'avoir des super partenaires qui me suivent. Certains ont rejoint l'aventure il y a pas longtemps comme, Dom France et puis d'autres sont restés, Sierre, F1 et cetera et beh, voilà, j'ai à cœur de leur faire honneur aussi. bah, trop bien. Puis à toutes les personnes qui me suivent, merci parce que c'est grâce à vous que je peux faire tout ça et donc je vous le dois aussi et j'espère que je vais montrer encore des bonnes choses pour faire honneur à tout ça. Excellent. Merci à Rohan. Salut. Merci, Ciao. salut. J'espère que cet épisode de Mordu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et pour nous soutenir, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous 5 étoiles. Ça nous aide vraiment à faire découvrir le podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur Insta, @mordulpodcast, pour les coulisses, les punchlines et les actus de la glisse et de l'outdoor. Et si vous avez des retours ou des idées d'invités, écrivez-nous directement, on adore échanger avec vous. Écouter des podcasts, c'est cool, rider, c'est encore mieux. J'espère que la prochaine session est pour très bientôt et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mordu. Ciao.